Donc, on a ici le cercle 6, c'est-à-dire la pièce 6, roule sans glisser sur l'arc 5, au point F. Roulement sans glissement au point F, entre 5 et 6. Le solide 2 est une came de centre de rotation A par rapport au bâti. Donc, en lisant pivot par rapport au bâti 1, l'objectif, c'est déterminer graphiquement la vitesse du point H appartenant à 6 par rapport au bâti 1. On peut suivre les étapes suivantes. On a une seule donnée, bien sûr. La donnée du problème, c'est la vitesse au point B de 2 sur 1. Donc, on peut d'abord écrire une composition de mouvement au point B pour déterminer VB3. 3 par rapport à 1 et VB2 par rapport à 3. Ensuite, on peut déduire la vitesse au point C de 4 sur 1. Ensuite, on peut déterminer la vitesse au point D de 4 sur 1 et la vitesse au point D de 5 sur 1. Ensuite, on peut passer au point F en déterminant la vitesse au point F de 5 sur 1, mais aussi de 6 sur 1, toujours au même point F. Et enfin, on va déduire la vitesse au point H de 6 sur 1. Donc, le fonctionnement du système, on a ici la pièce, ou bien la came 2 entraînée en rotation, par exemple par un moteur électrique. Sa rotation provoque une translation, ou bien un mouvement de translation alternatif de la pièce 3, car on a une liaison glissière entre 3 et 1. Donc la translation, ou bien le mouvement de translation alternatif de 3 par rapport à 1 provoque une rotation alternative aussi de 5 par rapport à 1, puisqu'on a une liaison pivot entre 5 et 1. Par l'intermédiaire de la pièce 4, qui est en liaison pivot avec la pièce 3 au point C, et avec la pièce 5 au point D. Donc c'est une pièce intermédiaire qui permet de transmettre le mouvement de 3 à 5. Donc, lorsque 5 est entraînée en rotation, elle aussi, elle entraîne la pièce 6 en rotation, puisque on a un point de contact entre 6 et 5. Donc c'est un entraînement par friction entre 6 et 5. Donc on va dire que la rotation de 2, mouvement continu de rotation de 2, provoque une rotation discontinue de 6. Car 6 va changer son sens de rotation en fonction du sens de translation de 3. Donc si 3 translate vers la droite, il provoquera une rotation de 6 dans ce sens. Si 3 translate vers la gauche, il provoquera la rotation de 6 dans le sens inverse. Et ainsi de suite. Donc on va commencer par la composition du mouvement point B. Donc VB de 2 sur 1 connu, ou bien donné, est égal à VB de 2 sur 3 plus VB de 3 sur 1. Bien sûr, je sais que 2, contre 2 et 3, on a une vitesse de glissement VB de 2 sur 3, puisque ici c'est un contact avec glissement. L'entraînement de 3 par 2 se fait par glissement. Donc, le vecteur vitesse de glissement appartient toujours au plan tangent commun aux deux pièces, c'est-à-dire la pièce 3 et 2, et passant par B. Donc, la direction sera la verticale passant par B. Et la vitesse VB de 3 sur 1 est tout simplement l'horizontale passant par B, car le mouvement de 3 par rapport à 1 est une translation horizontale. Donc, à partir de la direction de VB de 3 sur 1 et de la direction de VB de 2 sur 3, je peux déduire une somme graphique de VB de 2 sur 3 plus VB de 3 sur 1. Ainsi, on obtient la somme suivante. À partir de la vitesse VB de 3 sur 1, je peux déduire la vitesse VC de 3 sur 1. Car la pièce 3 est en translation par rapport à 1, donc tous les points de la pièce 3 ont la même vitesse. Car le mouvement de 3 sur 1 est une translation, donc VB 3,1 est égal à VC 3,1. Alors maintenant, je suis ici
Alors, le point C est un point commun entre 3 et 4. On va dire que C, c'est le sillère de 3 sur 4. Donc, si on écrit une composition de mouvement point C, on aura VC 3 sur 4 plus VC 4 sur 1 est égal à VC 3 sur 1. VC 3 sur 4 est égal à 0 car c'est un point commun, ou bien c'est le centre d'adhésion pivot, ou bien tout simplement c'est le sillère de 3 sur 4. Bon, ainsi, on aura VC de 4 sur 1 est égal à VC de 3 sur 1. Alors ici, je représente mon vecteur vitesse VC 4,1 qui est égal à VC 3,1 qui est égal à VB 3,1. Donc je le représente au point C. Et là, je travaille maintenant sur la pièce 4. Alors, on peut écrire une composition de mouvement au point D. Donc VD de 5 sur 4 plus VD de 4 sur 1 est égal à VD de 5 sur 1. Or, le point D, le sillère de 5 sur 4, donc VD 5 sur 4 est égal à 0. Cela veut dire que VD 4,1 est égal à VD 5,1. Donc, je cherche la vitesse VD 4,1 ou bien la vitesse VD 5,1. Or, E est le sillère de 5 sur 1. Ça veut dire que la direction de VD de 5 sur 1 est perpendiculaire au rayon ED. Donc le mouvement, donc E est le sillère de 5 sur 1, car le mouvement de 5 sur 1 est une rotation de centre E. Donc je sais que la direction de la vitesse au point D est perpendiculaire à ED, car VD 4,1 c'est VD 5,1. Et bien sûr, le mouvement de 5 par rapport à 1 est une rotation de centre E. Donc je connais la direction. Alors là, je peux appliquer une équiprojectivité sur la pièce 4 entre le point C et le point D. C'est-à-dire que je vais projeter VC 4,1 sur la droite CD. Et ça va être la même projection du vecteur VD 4,1 que je cherche sur la droite CD. Donc j'obtiens le résultat suivant. Projection de VC 4,1 sur CD me donne cette projection en couleur. Donc je la place au point D. Et ensuite, je trace la perpendiculaire. L'intersection avec la direction que j'ai déjà tracée me donne l'extrémité de mon vecteur vitesse VD 4,1. Et bien sûr, on a dit que VD 4,1, c'est aussi VD 5,1. Alors maintenant, je passe à la pièce 5. Je connais le sillère de 5 sur 1, c'est E. Je connais un vecteur vitesse VD 5,1, puisqu'on a dit que VD 4,1, c'est VD 5,1. Donc, je peux déduire la vitesse au point F de 5 sur 1. Donc, puisque EF, le rayon ici est le même, c'est le même rayon, c'est un rayon constant, donc je peux chercher la vitesse au point F en ce point, puisque c'est le même rayon. Donc, je construis un triangle à partir du point E et à partir de la vitesse VD, connue. Voilà, connue. Et là, je déduis la vitesse en ce point. Sachant que la distance qui sépare ce point du centre E est la même que celle qui sépare le point F de E. Donc, puisque c'est le même rayon, ça veut dire que ce vecteur est égal à la vitesse au point F. Donc, il a le même module que la vitesse au point F. Donc, je peux prendre ce vecteur et le ramener au point F. Perpendiculairement, bien sûr, à EF. Il faut qu'il soit perpendiculaire à F ou bien tangent cercle. Voilà, le vecteur vitesse VF 5,1. Alors, au point F, je peux écrire une composition de mouvement. VF 5,1 est égal à VF 5 sur 6 plus VF 6,1. Or, on a dit que au point F, il y a roulement sans glissement entre 5 et 6. Roulement sans glissement, ça veut dire que 6 ne glisse pas par rapport à 5, ou inversement, 5 ne glisse pas par rapport à S. Donc, la vitesse de glissement est égale à 0. Cela implique que VF 5,1 est égal à VF 6,1. Donc là, je peux écrire que le vecteur vitesse que j'ai obtenu, tout simplement, représente directement la vitesse VF 6,1. Alors, je passe maintenant à la pièce 6. Alors, sur la pièce 6, je sais que le sillère de 6 sur 1, c'est G. Donc, là, le vecteur vitesse VF 6,1 est perpendiculaire à GF. Et moi, je cherche la vitesse au point H. Puisque le rayon GF est égal au rayon GH, cela implique que la vitesse au point H de 6 sur 1 est égale à la vitesse au point F de 6 sur 1. Donc, il suffit de recopier ou bien de mesurer ce vecteur vitesse et de le placer au point H dans le même sens de rotation, bien sûr. Et, bien sûr, ça doit être perpendiculaire au rayon GH, puisque la direction du vecteur vitesse est perpendiculaire au rayon à partir de sillère et du point d'application. Voilà, donc j'obtiens mon vecteur vitesse qui est égal à, donc ça c'est VF 6,1 et ça c'est VH
6, 1, de même module car ils ont la même distance par rapport au sillère G.